Allez, on embarque pour un voyage dans le temps. On va découvrir Madagascar, mais vu par un explorateur français du 19e siècle. C'est un document d'époque qui nous donne une vision vraiment fascinante et parfois assez surprenante de l'île. Allons-y. Alors, notre guide de l'époque, il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, Madagascar, c'est ni plus ni moins que la reine de l'océan Indien. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une vraie affirmation de puissance. Faut bien comprendre qu'à l'époque, contrôler Madagascar, c'était contrôler la route des Indes. C'est dire l'enjeu. Bon, pour bien se rendre compte de ce que ça représente, cette reine, accrochez-vous aux chiffres. 590 000 km². Pour donner un ordre d'idée, c'est tout simplement plus grand que la France. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la Grande Terre. C'est une échelle qui, oui, force le respect. Alors, imaginons la scène. On est sur un navire, on approche de l'île. Et là, la première chose qu'on voit, d'après notre source, c'est un spectacle à couper le souffle. Un vaste amphithéâtre de montagnes. L'auteur va même encore plus loin. Il parle d'un escalier colossal de verdure qui monte depuis la mer. Ça devait être une vision absolument incroyable pour les navigateurs de l'époque, vraiment. Ok, maintenant, rentrons un peu dans le détail de la géographie. Pour bien comprendre l'île, notre source la découpe en fait en 3 grandes zones. C'est un peu comme 3 étages qui organisent tout le territoire. Alors, comment ça se présente? L'île se dévoile vraiment en 3 temps. D'abord, on a la côte, basse, marécageuse, surtout du côté ouest. Ensuite, on prend de l'altitude, on entre dans la région forestière, et là, c'est un véritable labyrinthe de montagnes, de forêts très denses. Et puis enfin, on arrive au cœur de l'île, le plateau central. Le paysage est décrit comme désolé, c'est vrai, mais avec une grandeur assez impressionnante, un horizon infini et un air d'une pureté incroyable. Regardez cette gravure d'époque. Elle nous plonge vraiment au cœur de cet intérieur. On voit la rivière Mangoro qui serpente dans ce paysage complètement sauvage. C'est typique de la région forestière. On peut presque sentir l'humidité, entendre les bruits de la faune. C'est une terre qui est à la fois sublime et, on l'imagine, assez intimidante. Et pour les Européens de l'époque, c'était encore un grand mystère. Allez, on continue le voyage. On commence notre tour de l'île en suivant le regard de notre guide. On part du nord et on va descendre tranquillement le long de la côte est. Et là, premier arrêt, et pas des moindres, la baie de Diego Suarez. Elle est carrément qualifiée d'unique au monde. L'auteur va même jusqu'à dire, tenez-vous bien, qu'elle surpasse de loin la fameuse baie de Rio de Janeiro. C'est quand même une affirmation super audacieuse, ça montre à quel point ce port naturel a bluffé les Européens. En descendant plus au sud, le journal de bord se remplit. On note la baie d'Anthongil, impressionnante par sa profondeur. L'île Sainte-Marie, déjà un avant-poste français à l'époque. Full Point, une escale pratique. Et puis surtout, Tamatave, là c'est le cœur économique de la côte Est, le grand carrefour commercial pour tous les navires du coin. Mais attention, une fois passé Tamatave, l'ambiance change du tout au tout. Le problème, et c'est un gros problème, c'est qu'il n'y a plus aucun abri. La côte devient toute droite, très basse, pleine de lacs, d'étangs. Pour les voiliers du 19e siècle, c'était tout simplement une zone ultra risquée. On poursuit ce périple, on va maintenant contourner la pointe sud pour remonter le long de la côte ouest, et là on entre dans une partie du littoral encore moins bien connue et réputée encore plus dangereuse. Sur cette côte vraiment inhospitalière, il y a 3 choses à retenir. D'abord, la baie de Sainte-Luce. C'est là qu'a eu lieu le tout premier établissement français. Ensuite, Fort-Dauphin, qui est vraiment le seul refuge possible sur toute la côte sud. Et puis, il y a un rappel assez brutal des dangers. En 1852, un navire, la Grenouille, se fait attaquer et l'équipage est massacré. Une histoire qui fait froid dans le dos. Et cette citation de la source, elle résume tout. Le littoral devient nu, sans abri et souvent dangereux. Voilà, c'est dit. L'auteur ne laisse planer aucun doute. Cette partie de Madagascar est hostile et les marins en avaient une peur bleue. Mais après avoir affronté toutes ces côtes dangereuses, le voyage change complètement de visage. On arrive à la dernière étape, la côte nord-ouest. Et là, le contraste avec tout ce qu'on vient de voir est radical. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est, après un périple pareil, où est-ce qu'on peut enfin souffler? Où se trouve ce fameux refuge? Où est-ce que l'île montre enfin un visage plus amical? Eh bien, la réponse, elle est très claire. C'est la côte nord-ouest. Elle est décrite comme la meilleure sur tous les plans. C'est la région la plus saine, la plus accueillante, la plus riche en ports, et aussi, du point de vue de l'auteur, la plus favorable à la colonisation. Le changement de ton est vraiment spectaculaire. Et le clou du spectacle sur cette côte, le vrai trésor, c'est la baie de Bombétoc. Là, la description devient carrément poétique. On parle d'un panorama majestueux et surtout d'un sol tellement fertile qu'il étale sa fécondité avec un luxe inouï. C'est vraiment la destination rêvée, le point d'orgue de tout ce tour de l'île. On termine donc sur cette vision typique du 19e siècle. Madagascar, une île de contraste incroyable où l'on passe de côtes mortelles à des paradis sur Terre.
Et ça nous laisse avec la question qui résume bien la mentalité de l'époque. Est-ce que cette île était vue avant tout comme une terre d'une beauté sauvage et majestueuse, ou bien surtout comme une terre pleine d'un immense potentiel qui ne demandait qu'à être exploité ?